Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Sandra Gardel qui est directrice de la communication pour la fondation Les Amis de l'Atelier et ensemble on va parler d'un super projet que vous avez mis en place qui s'appelle le projet Cité Bénévole qui a été notamment, alors je ne sais pas si c'est le point culminant mais tu nous expliqueras voilà, l'envoi et la participation de bénévoles pendant les JO, donc à Paris en 2024. Et l'idée c'est de parler d'une manière plus générale de citoyenneté. Voilà. Alors, je vais te proposer avant de te présenter, mais vraiment l'idée d'introduire, c'est parce qu'on vient juste d'en parler et on a risqué de faire le podcast juste avant. Ce que je trouve super intéressant dans ce sujet de citoyenneté, c'est que c'est un sujet sur lequel, comme je te le disais, moi je me creuse la tête sur les évaluations HAS parce que on demande comment on fait la promotion, comment on répond aux besoins, comment on accompagne la personne, voilà, pour la citoyenneté. Mais en fait, citoyenneté, c'est super large et d'un établissement à l'autre, d'un service à l'autre, on ne sait pas trop quoi mettre dedans, à part le vote. Et voilà, l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse voir d'une manière générale qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment à travers le bénévolat. Voilà pour l'intro, et maintenant, si ça te convient, je te propose de te présenter. Oui, bah merci Arnaud. Donc, je suis Sandra Gardel. Je travaille depuis 12 ans au service de la Fondation des Amis de l'Atelier en tant que directrice communication. Et effectivement, travailler. Alors, je viens pas de ce secteur au départ, hein. Donc, moi, le secteur médico-social, je l'ai découvert avec la Fondation des Amis de l'Atelier. Et donc, en découvrant le secteur médico-social, j'ai effectivement découvert des mots familles du type citoyenneté, autodétermination. Et du coup, ça questionne quand on vient de l'extérieur, au départ. Et puis, j'ai pu assister à des réunions de travail intéressantes, mener des réunions mixtes avec des usagers, des salariés, même parfois des familles ou d'autres parties prenantes. Et effectivement, comme tu le disais, comme on échangeait juste avant, la citoyenneté, ça questionne. Et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot un peu valise, qui est nécessaire, qui est incontournable, mais qu'est-ce qu'on met concrètement derrière? Et effectivement, dans nos établissements et services et dans les établissements et services, naturellement, on va parler de l'accompagnement au droit de vote et au vote, que ce soit des votes internes, des votes nationaux, mais c'est pas que ça, parce que on vote pas tous les ans. Mhm. C'est clair. Et du coup, nous, on a pas mal de groupes de travail là-dessus aussi, comme dans beaucoup d'établissements et services, bien sûr, hein, puisque je pense que c'est quand même le cœur de notre action et de notre mission. Ok, nickel. Est-ce que tu peux faire un point la Fondation des Amis de l'Atelier, en gros, on connaît, c'est une grande fondation, mais est-ce que tu peux décrire en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, la Fondation des Amis de l'Atelier, déjà, on existe depuis 65 ans. Et on accompagne aujourd'hui 4000 personnes en situation de handicap mental, psychique ou avec autisme à travers 100 établissements, services et dispositifs, principalement en Île-de-France, mais également en Haute-Vienne. Voilà. Et puis, c'est une jolie histoire parce que c'est l'histoire d'une femme au départ sur Châtenay-Malabry qui a aidé des familles. Et le petit clin d'œil, c'est que elle s'est fait prêter une petite maisonnette en bois pour commencer à accompagner, même hors toute structure, ses enfants. Et aujourd'hui, c'est l'endroit où est notre siège social, à Châtenay-Malabry, toujours à l'endroit de la petite cabane. Sauf qu'entre-temps, on a développé 100 établissements, services et dispositifs. Ok, super. Nickel, alors. L'idée de parler de citoyenneté, tout ça, c'est autour d'un projet que vous avez monté qui s'appelle Cité Bénévole. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet? Alors déjà, comme je te disais, en fait, au départ, c'est un groupe de travail sur comment aider l'exercice de la citoyenneté des personnes en situation de handicap que nous accompagnons. Et très rapidement, les échanges, alors c'était vraiment un groupe de travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'était sur l'utilité sociale, en plus de l'exercice de la citoyenneté. Et il a été assez évident que pour des personnes qui n'avaient pas accès au travail, l'utilité sociale était de fait assez amoindrie, en tout cas en termes de ressenti.
Et le groupe a commencé à parler de comment nous pouvions faciliter l'accès au bénévolat, ce qui peut paraître bizarre, parce qu'on se dit le bénévolat, c'est accessible pour tous, mais non, c'est compliqué quand on est en situation de handicap d'aller vers une association qui cherche des bénévoles. Et en 2016, il y a un dispositif qui a été mené par une équipe dans le 77 chez nous. Et au départ, c'était, on va dire, l'idée, c'était de le faire de manière assez modeste, mais en fait, très rapidement, ça a été, euh, comment dire, nos établissements du 77 s'en sont saisis. Et dès la première année, on a eu une centaine de bénévoles donc de personnes en situation de handicap, qui ont fait des missions de bénévolat avec des associations, des mairies, sur des petites courses locales, sur des événements municipaux, sur des associations sportives. Et puis, donc ça, c'était en 2016, on fait les 10 ans cette année. Et très vite, en fait, le nombre, enfin, l'ampleur du dispositif a grandi et nous avons modélisé ce dispositif avec des outils très simples, hein. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Par contre, on a modélisé. Donc, on a créé une convention, une fiche profil bénévole, une fiche de renseignement partenaire, un règlement Falc. On a essayé d'avoir des outils faciles à lire et à comprendre, des fiches de mission, des comptes rendus de mission pour en fait tous ces outils pour organiser la réunion, la relation tripartite entre les bénévoles, les pilotes qui sont les salariés de chez nous, qui endossent en fait ce rôle en plus de leur fonction, et nos partenaires. Et donc, la première année, ça a très bien marché. Alors, on était content d'en parler. On en avait parlé à l'époque à Sophie Cluzel. Donc, on a eu la chance, dans les mois qui ont suivi, de la rencontrer sur ce sujet. On a eu la chance d'avoir Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap, qui est venue remettre des passeports qu'on avait fait avec France Bénévolat. Ça, je t'en parlerai dans un instant. Et puis, on a été en 2019 labellisé Tous mobilisés, tous concernés. Et puis en fait, on s'est dit, ben, dans le 77, c'est super, mais pourquoi on ne le fait pas dans l'ensemble de nos départements, dans le département dans lequel on est présent? Et puis, ben, il y a eu quelque chose, c'est que Paris 2024 approchait, et en fait, on avait été repéré comme avec ce dispositif au niveau national, et on a été invité aux réunions préfiguratrices du volontariat et du bénévolat pour les JO et les Jeux paralympiques. Et donc, on a pu, à ce moment-là, faire partie, en fait, de cette machine d'organisation, du bénévolat, sur les JOP. Et bah, ça nous a, confortés dans le fait d'essaimer, ce dispositif sur l'ensemble des départements où on était présent, pour être prêt pour le jour J. Et quand je dis pour être prêt pour le jour J, c'est, bah, on s'est mis, j'aime bien le terme, en ordre de marche, pour s'entraîner au niveau de l'ensemble de nos établissements et services, notamment sur les grands événements sportifs internationaux, pour bah, être prêt lors des JOP. Voilà un peu l'histoire. Après, je te raconterai les JOP. Et si je voulais te parler de France Bénévolat, parce qu'on en parlait un petit peu en off avant. En fait, France Bénévolat, il y a plus d'une dizaine d'années, je pense que c'était il y a 13-14 ans, a créé le passeport bénévole, qui est un passeport qui permet à des personnes qui font du bénévolat de valoriser ce qu'ils ont fait en tant que bénévolat. Et ça a été créé notamment pour ces personnes qui s'arrêtent de travailler, par exemple, pour élever leurs enfants, mais qui par ailleurs peuvent avoir des missions extraordinaires. Je dis n'importe quoi, mais par exemple être secouriste Croix-Rouge, être responsable d'une équipe Croix-Rouge de manière bénévole, et de valoriser cela un peu comme une VAE. Et donc, c'est un outil qui existait et qui a fait partie des outils qui nous ont permis de structurer Cité Bénévole aussi, pour montrer à quel point c'était important et à quel point l'utilité sociale et la reconnaissance des compétences qu'on met en œuvre une action de bénévolat est importante. Ok, c'est super intéressant. Alors, je vais relancer sur la question de l'utilité sociale que je trouve vraiment géniale, mais avant, pour être très précis, au départ, quand vous commencez avec une centaine de bénévoles, en gros, c'est quoi comme mission? Alors, déjà, on n'a pas, au bout d'un an, on a eu 100 bénévoles, mais au départ,
ça a été Ah, d'expliquer. bah, oui. C'est-à-dire qu'on avait déjà, tu vois, le groupe de travail qui était Ouais. motivé. Donc, les usagers du groupe de travail, eux, ont été les premiers à se lancer. Ils étaient en sécurité, ils avaient parlé du sujet, ils avaient compris le sujet. Donc, ça a commencé par des participations à des courses sportives pour donner les badges ou pour donner, enfin, pardon, les médailles, pour donner les bouteilles d'eau, pour donner les t-shirts. Voilà. Donc, ça a commencé plutôt au niveau très local. Donc, ça permettait, parce qu'il y a des personnes que nous accompagnons, par exemple, dans des masses, qui ne sortaient pas de la masse au début, hein, qui avaient peur de l'extérieur. Donc, c'est les premières choses, c'était de sortir dans la ville, où on a, par exemple, notre maison d'accueil spécialisée, déjà sortir dans la ville et se confronter aux habitants de la ville, dans une organisation cadrée comme est une course sportive. Donc, les premiers, ça a été vraiment les personnes du groupe de travail qui avaient participé à tout cela. Et puis après, ça a fait des petits. C'est-à-dire qu'ils revenaient des missions de bénévolat, ils en parlaient, ça donnait envie à certains. Ils venaient à des réunions d'information qui étaient régulières dans les établissements et services. Et certains ont fait plusieurs réunions d'information dont le contenu était toujours le même, hein, jusqu'au moment où ils ont dit, bah, j'aimerais bien essayer, mais une mission sur un jour. Et en fait, petit à petit, c'est vraiment le fait de voir d'autres personnes le faire qui a donné envie, en fait, à des personnes en situation de handicap de se lancer. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils se sont lancés, tous, hein, on n'a pas eu d'abandon de bénévoles, bah, ça continue. Sauf s'il y a des moments de grande fatigue ou de problèmes physiques qui fait que c'est pas possible. J'ai presque envie de dire un bénévole un jour, bénévole toujours, quoi, chez nous. Ouais, je comprends, mais c'est vraiment génial parce que tu vois le principe de se dire, ok, bah, finalement, en plus, c'est des mouvements associatifs, des fondations, donc ça paraît tellement logique d'être bénévole. Et pourtant, je dirais que, allez, pas personne le fait, mais quand même, parce que j'imagine on se met un peu la pression, on se dit, bah oui, mais est-ce que les gens vont être en capacité? Est-ce que ça va pas être trop difficile? Est-ce qu'ils vont pas se mettre en échec? J'imagine aussi une question un peu à la con, tu vois, de, ah oui, mais est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on est assuré? Tu vois, et en fait, tout est prétexte à ne pas le faire. Et je trouve que c'est Ouais. génial, justement, c'est d'avoir franchi le pas. Voilà. Bah, en fait, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on s'est posées effectivement avant de le lancer. Donc tout ce qui est responsabilité civile, responsabilité des organisateurs, etc., c'est des choses qui ont été posées. On a demandé des avis à France Bénévolat, qui nous a beaucoup aidé là-dessus. On a pris des avis juridiques, on a pris et comment on fait avec des personnes sous tutelle, sous curatelle, enfin avec ou sans protection juridique. Et puis après, en fait, les outils dont je te parlais, qui sont qu'on partage hein, en marque blanche hein, complètement. Donc sur notre site, si les personnes veulent aller voir sur la page Cité bénévole, il y a des liens, notamment avec des sites comme sur handicap.gouv, etc., où on partage tout ça. C'est des outils qu'on a justement mis en place pour ne rien oublier, où on rappelle l'obligation du bénévole d'avoir une responsabilité civile, où on rappelle ce que doit avoir l'organisateur partenaire. Donc tout ça, c'est écrit. Et après, par rapport à la première chose que tu disais, c'est-à-dire, est-ce qu'on va pas les mettre en échec? Ben non, parce qu'en fait, le dispositif, c'est avec des pilotes. Et les pilotes, ils sont là pour accompagner au sens large et noble du terme, c'est-à-dire qu'au départ, ça peut être même d'aller ensemble en transport ou les amener en voiture jusqu'à l'endroit de la mission, être là au départ et les laisser se débrouiller. Puis la deuxième mission, c'est beaucoup moins. Et nous, on a des personnes qui étaient entièrement accompagnées en amont, en aval, etc., qui au bout de 1 an allaient tout seuls en bus sur leur mission, euh, étaient connus aussi des partenaires. Donc, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à gérer le bruit, ce qui engendre beaucoup de stress, on va pas le mettre sur certaines missions. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui mettons sur les missions, c'est les bénévoles qui expriment leurs envies de mission. C'est un peu différent. Et c'est là où on inverse, tu sais, c'est un peu comme l'accompagnement où on l'oriente vers la personne accompagnée. Là, c'est les personnes qui souhaitent être bénévoles qui disent, bah, moi, par exemple, j'aimerais faire ça. Bah, je vais te donner un exemple. Il y a une personne qui adorait les animaux et qui disait, moi, j'adorerais faire du bénévolat dans un refuge pour animaux. C'est quelque chose qui me ferait vraiment, enfin, que j'adorerais. On n'avait pas spécialement de partenaire qui nous avait sollicité là-dessus. Donc, en fait, on a sollicité. Donc, c'est le pilote qui a sollicité.
en expliquant, voilà, nous sommes la Fondation des Amis de l'Atelier, nous avons créé un dispositif Cité bénévole. Dans le cadre de ce dispositif, nous proposons de créer des actions de bénévolat. Est-ce que vous auriez, par exemple, besoin de personnes qui s'engagent régulièrement à venir, par exemple, promener les chiens? Des chiens, alors après on cadre, des chiens qui sont calmes, nanana, parce qu'au départ il faut y aller tranquillement. Mais voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place, donc avec les outils dont je te parle, hein, donc bien cadré, avec toute une démarche progressive de faire rencontrer la personne qui va être bénévole, le partenaire, les chiens, voilà, et petit à petit ça s'est mis en place, et maintenant c'est quelque chose qui est pérenne en fait. Donc, Ouais, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est pas que de répondre à des demandes de bénévolat, c'est aussi de créer l'envie de bénévolat chez les usagers et de les accompagner vers cela. Et puis, ce qui est intéressant, et ça, c'est ce qu'on a vu dans les Jeux Olympiques, il y avait quand même un fort attrait. Alors, il y a eu toute la préparation dans les grands événements sportifs internationaux, mais c'est vrai que c'était un peu top d'être bénévole aux Jeux Olympiques. Et les retours là qu'on a eu après les Jeux Olympiques et Paralympiques, où ils ont été 220 usagers à être bénévoles. Il y avait un attrait de se dire, je vais rencontrer peut-être des sportifs connus, je vais rencontrer. Mais en fait, c'est même pas qu'ils ont rencontré peut-être, ils ont rencontré des sportifs connus, ils ont vécu des moments incroyables, certains ont même porté la flamme. Et en fait, certains se sont poussés au-delà de ce qu'ils pouvaient même envisager de faire dans une mission bénévole standard, parce qu'il y avait tellement d'envie derrière de rencontrer, d'aller dans des lieux exceptionnels, de rencontrer des gens exceptionnels qui se sont dépassés. Et certains disaient, moi j'avais peur des gens, et tout le monde, et finalement les gens étaient sympathiques, les autres bénévoles étaient sympathiques, les visiteurs étaient sympathiques. Et même, on l'a tous vécu. C'est vrai qu'il y avait une ambiance, alors sur Paris, extraordinaire, très positive. Et ça, c'est des choses qui ont permis de valider pour les bénévoles qui ont été présents qu'on peut se surpasser, et même sur des choses qu'on pensait jamais pouvoir faire. ouais, je comprends. Non, c'est génial. Et c'est vrai que là, du coup, le timing fait que vous vous êtes préparé bien à l'avance, et ce qui permet d'arriver, on va dire, à point à un moment clé, en fait. Et c'est super. Après, je me dis que, tu vois, un peu comme tu dis, autour du bénévolat, autour de cette idée de citoyenneté, je me dis que là, vous êtes aussi dans un schéma de projet d'accompagnement personnalisé. Et tu vois, on peut même parler de projet de vie là-dessus, vraiment Mm. exceptionnel. Parce que, et c'est là où on peut reboucler sur l'utilité sociale, sur l'utilité tout court, en fait, mais ce sentiment tu vois, de bien-être, voilà, de pyramide de Maslow, de se dire, OK, je fais des trucs super intéressants, super cool, pour lesquels je suis utile, pour lesquels j'apporte quelque chose. Et voilà, et ça s'adresse à des personnes pour lesquelles la problématique, c'est peut-être qu'on n'imagine pas que ce soit possible. Tu vois, parce que tu dis, les habitants d'une masse, ben, tu vois, c'était une de mes questions, de me dire, OK, mais jusqu'où on peut aller? Quelles personnes on peut accompagner? Tu vois, est-ce que c'est des adultes, OK, qui vont plutôt bien, pour lesquels il y a peu de problèmes, tu vois, type un peu travailleurs ESAT, ou OK, ils ont plein de capacités, ou est-ce que c'est des gens pour qui c'est un peu plus dur, tu vois, il y a plus de difficultés? J'ai eu Bah, l'impression que écoute, on peut y aller. on s'est posé la question, et en fait, c'est pas nous qui avons trouvé la réponse, c'est la concrétisation qui a donné la réponse. Je t'invite, mais je te l'avais envoyé, mais j'invite les Ouais. personnes qui nous écoutent à regarder sur notre site, dans notre magazine d'octobre 2024, le dossier qu'on a fait sur notre aventure au JOP. Non, on n'est pas sur uniquement des usagers du travailleur ESAT. On a vraiment des personnes, parfois non-verbaux, parfois avec un handicap mental important, qui ont pu être bénévoles et être réellement bénévoles. C'est pas de la figuration, c'est Mm. juste une adaptation des missions en fonction des capacités de chacun, avec même certains qui se sont tellement révélés qu'ils ont pu même faire d'autres choses et être rappelés par les équipes d'organisation pour refaire du bénévolat sur la partie paralympique. Parce que du coup, ils ont été tellement appréciés par les équipes qu'ils ont été ressollicités pour certains. Donc non, on ne s'est pas donné de limite, et l'expérience nous a montré que des personnes, on va dire, plus lourdement handicapées, même si j'aime pas ce terme-là,
ont carrément pu honorer leur mission de bénévolat. Et peut-être que c'est pour ces personnes, justement, sur lesquelles, en amont du projet, on aurait moins parié sur du bénévolat, qui sont le plus transformés. Je pense à un monsieur qu'on accompagne en masse depuis des années et qui a été un des premiers à s'intéresser à Cité Bénévole, mais il a eu du mal à passer le cap parce qu'il sortait à peine de sa chambre. Donc, vraiment, Mm. il allait dans les espaces communs avec difficulté. Et en fait, au fur et à mesure, il est sorti de sa chambre pour aller aux réunions d'information Cité Bénévole. Il a fait plusieurs réunions d'information Cité Bénévole. Et puis, à force de voir revenir les autres usagers hyper contents de leur mission et puis témoigner dans le cadre de ces réunions, bah, il s'est dit, tiens, je ferais bien quelque chose, mais pas trop loin. Donc, en fait, il a commencé à se positionner un peu sur des missions, mais de manière un peu timide. Et au bout de 2 ans, il sortait de la masse, il prenait les transports en commun pour aller faire des missions dans la ville d'à côté. Pour moi, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on parle d'utilité sociale et d'exercice de la citoyenneté. Je suis pas sûre qu'un autre dispositif, même avec des accompagnants extra, etc., ait pu toucher des ressorts assez importants pour donner cette dynamique-là. Parce qu'en fait, c'était un besoin d'utilité sociale tellement endormi, tellement auto-limité, que c'est vraiment tout ce dispositif et le temps qui a permis de reconnecter à ce besoin-là et à permettre l'expression dans le projet individuel aussi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et en même temps, tu vois, je me dis, c'est logique parce que là, tu mets un sens de fou. Tu vois, par exemple, si tu te dis, OK, bah, tu sors pas beaucoup, on va t'apprendre à prendre des transports en commun pour aller te promener. Je dis, bah, OK, mais c'est nul, j'ai pas envie. Si on te dit, tu vas prendre des transports en commun, bon, alors c'est qu'une fois dans la vie, mais tu vas pouvoir participer à un truc avec tes dirinneurs. Je veux dire, c'est pas la même histoire, tu vois. Et forcément, au Exactement. niveau motivation, ça change tout, quoi. Ça change tout. Et vraiment, donc nous, si tu veux, ça fait 10 ans qu'on voit le dispositif. Et puis, comme tu disais, les Jeux Olympiques, ça a été le point culminant. Et puis, ça nous a permis de communiquer beaucoup dessus. Mais ça continue. Enfin, je veux dire, bien sûr, c'est plus les Jeux Olympiques, mais l'effervescence est toujours portée par les pilotes, par les usagers. Et puis, ils sont fiers de parler des Jeux Olympiques aussi, de ce qu'ils ont Mm. fait, parce qu'ils Ça ont fait des trucs reste, ça reste. incroyables. Moi, je m'étais inscrite à pas mal d'épreuves en tant que visiteur, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que je suis tombée sur les équipes de bénévoles de la fondation. Mais bon, d'abord, j'étais super, super fière de les voir. Mais je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Jamais je pensais vivre ça, tu vois. Tu vas dans un événement international et puis tu vois les équipes que tu vois en général dans les établissements et services hyper à l'aise avec leurs mains, tu sais, qui montrent à gauche, à droite, en train de distribuer des choses, en train d'informer, en train de placer les gens. Voilà, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu penser possibles et qui le sont. Et nous, ce qu'on veut dire dans Cité Bénévole, c'est, bon, bien sûr, on veut témoigner de ce qu'on a fait, mais on veut dire aux autres établissements et services du secteur médico-social au sens large, un, c'est possible, deux, c'est facile à mettre en place. Mais c'est quand je dis c'est facile, techniquement c'est facile. Le truc, c'est qu'il faut s'organiser. Il faut avoir des outils et les outils, on les partage. Il faut avoir l'envie d'y aller. Et puis, c'est aussi une histoire de dynamique d'équipe au niveau local, de se dire qui a envie de ça en fait. Et moi, c'est pour ça qu'on a fait pas mal de vidéos, encore une fois, sur notre site internet fondation-ami de l'atelier.org. On a fait des vidéos pour montrer, puis pour donner envie. Parce que vraiment, les pilotes, ils adorent. Là, on attend la sortie d'une petite vidéo qui s'appelle La pause bénévole, euh, qui va bientôt paraître, on le mettra sur notre site. Et on a une équipe, une pilote et deux usagers qui ont fait les Jeux Olympiques, qui sont venus témoigner de l'importance du bénévolat. Le tournage avait lieu dans un ministère dans le 8e. Ils sont venus du Sud 77 en transport pour faire la captation de cette vidéo. Enfin, je veux dire, c'est de la fatigue, c'est de l'organisation, c'est du stress, parce que c'est être dans un ministère, face à caméra, face à une équipe de prod, mais ils aiment tellement ce qu'ils font et ils sont tellement fiers, ils ont tellement envie que d'autres puissent vivre ça, qu'ils sont prêts à témoigner et à se surpasser pour parler de ça. Ouais, non, non, c'est génial, c'est fou à quel point tu pars d'un projet, mais qui a des impacts énormes. Parce que tu vois, on pourrait même parler de l'impact un peu société, vision du handicap et tout ça, de tous les spectateurs qui ont croisé les équipes et qui se sont dit, tiens,
qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont cool, tu vois, et Bien de sûr, changer aussi un peu le regard sur les choses. Et puis, et voilà, puis le sentiment que bah, c'est pas parce que tu vois, t'es usagé d'un établissement médico-social que tu peux, qu'en gros, ouais, tu fais plus rien, quoi. Et que tu es dans une exactement. fameux monde parallèle, quoi. Et c'est intéressant parce que tu parlais de l'axe social, voire sociétal. Nous, là, notre projet stratégique qu'on commence cette année, à la Fondation, on a un axe RSE. On va Ouais. développer une RSE parce que voilà, c'est important. On a fait des groupes de travail avec l'ensemble des parties prenantes, les usagers, les familles, les salariés, enfin les directions, bien sûr le conseil d'administration. Et l'axe RSE, évidemment, doit être investi. Et quand tu parles de RSE et que tu es une fondation sur le handicap, tu as envie de dire, bon, bah, déjà, sur l'accompagnement et l'inclusion des personnes en situation de handicap, on peut cocher, on va dire, cet axe de la RSE. Et puis après, quand on a échangé sur c'est quoi la RSE telle qu'on la vit aujourd'hui, sachant qu'on n'a pas encore de politique RSE, c'est notre projet à venir. Ce qui est intéressant, ce qui est revenu, c'est cité bénévole. De dire, mais finalement, cité bénévole, c'est un des axes RSE qu'on a déjà presque démarré, investi. Parce qu'en plus, dans les actions de bénévolat qui sont faites par Cité Bénévole, tu as beaucoup de choses autour euh, du recyclage, de la propreté. Tu vois, par exemple, des actions de propreté où on recherche des bénévoles au niveau des villes, des choses comme ça. Et on s'est dit, c'est marrant parce que quand on l'a fait, c'était uniquement sur l'exercice de la citoyenneté, mais on se rend compte que ça irrigue beaucoup plus largement. Et ça nous permet aussi de réfléchir plus largement quel peut être l'impact de l'exercice de la citoyenneté des personnes que nous accompagnons, même sur une responsabilité plus large de leur part et de la part de la Fondation. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un dispositif enfin moi j'adorerais que l'ensemble des organismes gestionnaires et des acteurs du médico-social puissent se pencher sur la question, puissent l'expérimenter. Je suis persuadée en l'expérimentant, chacun va le développer un peu plus et de se rendre compte à quel point, ça va apporter aux usagers, mais ça apporte aussi aux équipes. Ça, c'est important. Ça apporte beaucoup aux équipes, à la notion d'esprit d'équipe, à l'envie d'aller vers ensemble. Et puis, je suis persuadée que pour les structures au sens plus organisationnel, c'est extrêmement intéressant. Non, non, c'est clair. C'est clair. T'as utilisé des termes que j'ai pas bien compris. Alors, tu vois, par exemple, quand tu dis les pilotes, c'est qui Ah oui. le pilote? Alors, le pilote, c'est un salarié de la fondation qui Ok. peut être éducateur, qui peut être, en fait, tout type de profession en lien avec l'accompagnement des personnes. Il dit, OK, moi je veux être pilote cité bénévole. Donc en fait, sa responsabilité, c'est d'être le référent de X bénévoles, de 5 6 bénévoles, et d'être là pour recueillir les envies, structurer la relation avec le partenaire et être l'élément tripartite avec le partenaire et le bénévole. Donc pour moi, c'est un référent, mais pas juste un référent sur le papier parce qu'il est actif. Hmm. Tu vois, il va remplir la fiche de profil partenaire, il va remplir la fiche de mission avec le partenaire, il va valider l'adéquation entre le besoin et les capacités. Et puis, il va accompagner concrètement la partie qui doit être accompagnée. C'est-à-dire qu'il va peut-être sur les premières missions s'occuper d'accompagner là où les bénévoles sur la mission, faire le brief avec et les usagers et le partenaire. Voilà, c'est vraiment il est acteur autant que le bénévole, sauf qu'en fait, plus un bénévole est bénévole, moins le pilote est complètement présent. Par contre, en coulisses, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il est toujours en tripartite pour être sûr que tout se passe bien, que l'usager est toujours bien dans son rôle et qu'il n'est pas en difficulté, que le partenaire est content aussi. En fait, le partenaire, parfois, il va être heureux de le faire, mais il va avoir certaines gênes. Par exemple, il va dire oui, j'ai du mal à communiquer, par exemple. On va dire ah, ok, dites-le nous. Et on va vous expliquer comment vous allez pouvoir mieux communiquer ensemble. Donc, on leur dit bah voilà, pour cette personne-là qui n'est pas très communicante, il y a aussi des histoires de picto. On peut très bien le faire par picto. Et c'est aussi une manière de sensibiliser nos environnements locaux Hmm. au handicap et à les rendre autonomes, eux, dans la communication
avec les personnes en situation de handicap. Ouais, non, c'est vraiment génial, hein, vous avez vraiment pensé à tout. T'as dit un truc là qui m'a interpellé parce que c'est un sujet qui revient énormément. Tu vois, le pilote, en gros, il gère à peu près, il gère l'organisation, il supervise. Quelle place a la direction de l'établissement dans tout ça? Parce que ce que je me dis, tu vois, pour t'éclairer sur mon cheminement, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi tout un intérêt, même pour les équipes en termes de management, à dire, vous aussi, vous faites des trucs extraordinaires et vous permettez des trucs extraordinaires. Et surtout, vous aussi, vous le faites avec le max d'autonomie, tu vois, où finalement, c'est pas une décision un peu descendante, c'est vraiment un projet très, très participatif. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vu? Alors, déjà, au départ, comme je te disais, c'était un projet local. Donc, on l'a testé au niveau local. Et il se trouve que dans le comité d'organisation et de développement de ce projet, il y avait la directrice de l'établissement principal qui le menait. Donc, au départ, c'était de travail avec dedans la directrice. Donc, elle, naturellement, elle a mis de l'énergie dans un esprit d'équipe autour du bénévolat. Donc, elle a beaucoup infusé ça et tout le monde s'en est saisi. Et quand on l'a modélisé et essaimé dans les autres départements, on a fait une réunion avec les directions pour leur expliquer le projet de développer. Et en fait, on leur a demandé de prendre cette responsabilité de communiquer effectivement. Alors, l'équipe du 77 allait de département en département pour expliquer. Et après, c'était la responsabilité des directeurs d'infuser au niveau de leurs établissements pour qu'après, chacun se saisisse de l'envie, du positionnement, est-ce que je veux être pilote, etc. Ça n'a jamais été imposé, hein. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Mais on a considéré que c'était au directeur après d'avoir la responsabilité d'infuser sur cette idée-là, avec l'aide bien sûr de l'équipe du 77 qui avait créé ces bénévoles, qui venaient témoigner et être en soutien du dispositif. Parce qu'on n'avait personne à l'époque. Alors, en fait, pendant les Jeux Olympiques, on a eu quelqu'un qui a été dédié pour l'organisation, mais on n'a pas un référent cité bénévole unique. Ok. Donc, c'est vraiment une histoire de modélisation. C'est pour ça que les papiers, les documents, c'est important. Et de personnes qui sont un peu les témoins de comment ça fonctionne pour permettre de faire des petits. Ouais, je comprends. Et du coup, alors, si tu devais résumer, parce que tu as dit que c'était facile, moi j'ai du mal à me dire que c'est facile quand même, parce que ça, voilà, on est sur un truc qui a quand même beaucoup d'enjeux et qui dépend de plein de personnes et tout ça. En gros, si par exemple dans une association, dans un établissement, et peut-être même aussi, tu vois, je me dis depuis le début, parce que moi mon sujet c'est surtout les l'EHPAD auprès des personnes âgées où on peut avoir tendance à penser que non seulement il n'y a plus la capacité, mais surtout ils ont pas envie, tu vois, ça les gonfle, ils veulent être tranquilles et voilà. Ce serait quoi les étapes pour mettre en place un projet en lien avec du bénévolat? Bah déjà, c'est de prendre connaissance des outils qui existent. Donc ça, des outils qui existent pour Sur ton t'acculturer site, à on la va le méthodo. partager. Ouais, Ça, ok. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'en parler en interne pour que chacun puisse donner son avis sur comment on extrapolerait les premières actions bénévoles possibles et qui pourrait être partant, qui pourrait être moteur, tant au niveau des salariés qu'au niveau des usagers. De dire, bah tiens, si on a par exemple deux personnes dans les salariés qui sont moteurs, qui sont partants, qui sont dans ce mood-là, et si on a ne serait-ce que cinq personnes qui souhaiteraient faire du bénévolat, déjà de se dire, OK, c'est un petit groupe, on va faire un groupe d'échange. Et après, de délier l'élan sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir des pistes. Par exemple, parce que le bénévolat, ça peut être très extérieur, mais ça peut être, le bénévolat peut venir aussi dans un établissement au départ, sur des choses à faire, sur, je sais pas, tu vois, là, le secteur personnes âgées, je connais moins, mais par exemple, pour la préparation d'une fête de ville ou d'une fête d'école, de faire des petits paquets, enfin, tu vois, une petite Ok. action, un peu comme on fait, tu sais, les paquets cadeaux en sortie de boutique pendant les périodes de Noël. Bon. Donc, tu peux te dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et après seulement, quand il y a eu qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de m'investir, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est de se dire, OK, on va réfléchir à deux, trois partenaires extérieurs qui pourraient avoir besoin de nous. Hmm. Mais en fait, ça, ce qui est super, c'est que
déjà, en ayant des outils pour voir comment ça peut fonctionner, on est rassuré d'être cadré. Ensuite, on se saisit des envies de chacun et puis on teste. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. On a testé. Et puis, en fonction des personnes et en fonction de comment ça grandit, on s'est élargi sur d'autres choses. Mais au départ, on n'était pas du tout parti sur tout type d'action bénévole. Au départ, on était très axé sur l'aide sur les événements sportifs, parce que ça nous Hmm. paraissait assez simple. Et Ouais, puis que une et course, puis un que les, truc, tu distribues les badges, les trucs, le ravitaillement, tout ça. exactement, exactement. Et même, tu sais, sur les Jeux Olympiques, il y a des choses sur lesquelles on n'avait pas pensé. Par exemple, tout ce qui était accueil visiteurs et placement de visiteurs. Euh, Au départ, certains disaient c'est simple à faire, d'autres ben non, c'est pas facile parce qu'il faut déjà connaître les chiffres, il faut comprendre l'organisation. Enfin, c'est quand même une forme En d'intelligence dans placement, c'est pas l'espace. facile. Les gens, ils Non? écoutent rien. Non, mais puis là, alors voilà, tout le monde, non, mais je sais où c'est. Et ce que je veux dire, c'est que c'est toujours une histoire d'adaptation. Alors, tout à l'heure, tu as dit c'est facile. En fait, quand je dis c'est facile, c'est pas, enfin, c'est simple, surtout dans le sens où il y a de la méthodo, c'est des groupes de réunion, c'est de l'échange, il n'y a rien de complexe. Après, là où c'est long, en fait, c'est long, par contre, voilà, c'est ça. C'est Hmm. que il faut créer l'envie, créer l'adhésion, il faut pas forcer, il faut laisser le temps à chacun de faire le point sur son envie, sur les capacités que les personnes pensent avoir sans les limiter, parce que c'est pas ce qu'elles pensent avoir ces capacités, que ce ne sont que ces capacités qui sont possibles. Et comme tout projet individuel, bah, ça évolue. Et puis, quand on prend confiance, et ben, on avance. Et c'est pareil pour les pilotes. Les pilotes, au départ, c'est un peu stressant. Tu le disais au tout début de nos échanges, de dire on a peur de les mettre en difficulté. Mais en fait, c'est un travail qu'on fait petit à petit l'un avec l'autre. Et puis, on se rend compte qu'on Hmm. avance ensemble. Donc, pour moi, c'est simple dans le sens, la méthode est simple. Par contre, il faut juste se dire que ça peut être un peu long parce que ça nécessite des réunions de calage, d'information, de positionnement de chacun sur ses envies. Et après, grâce aux outils dont je te parlais, bah, ça modélise facilement en fait. Ça permet d'aller voir un partenaire en disant, écoutez, voilà, nous, on a ce projet-là au sein de l'établissement sur tel type d'action. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous auriez des besoins aujourd'hui? Voilà, et nous, on est en capacité de le modéliser pour faire un test avec vous, sachant que ne vous inquiétez pas, nous, on est avec on a des pilotes qui vont accompagner ces personnes. Donc, on ne vous laisse pas en difficulté aussi avec ces personnes. Et puis, vous verrez, ça, voilà, c'est quelque chose, en fait, c'est vraiment en tripartite et c'est ça qui est important. Ouais, je comprends. Ok. Non, c'est très clair. Et ben, pour conclure, alors je pense que moi, en tout cas, je suis convaincu. Hein, c'est vrai que je me dis que c'est vraiment génial et que c'est vrai que c'est pas si simple, mais en même temps, euh, je vois pas grand-chose qui pourrait justifier qu'on le fasse pas ou que ça marche pas, tu vois. En fait, t'as raison, au moins tester un petit peu, essayer, commencer modestement, étape par étape, et puis ouais, se donner beaucoup de temps mais ça vaut vraiment le coup d'essayer, je pense. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque. En fait, dès lors que c'est un projet qui est porté par les professionnels en lien, tu me disais, ah, bien sûr, avec l'équipe de direction, mais un directeur, il n'a pas le temps de gérer un cité bénévole. Il va être au courant. Alors, il y a des reportings hein, au niveau des établissements pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait. Et puis, si, par exemple, on est dans une période où il y a peut-être moins de professionnels, etc., ben, on va aussi cadrer le cadencement. Mais de toutes les façons, ça se fait assez naturellement, hein. Et puis ça se fait beaucoup en amont. Les missions de bénévolat, elles apparaissent pas du jour au lendemain. C'est des choses qui sont planifiées, c'est des choses. Donc finalement, ce temps-là, ça permet un temps d'organisation qui passe bien sur un planning. Et puis, encore une fois, c'est intégré au projet personnalisé. Et ça, c'est super important de le dire. C'est un axe citoyenneté des projets personnalisés. Et c'est intéressant, c'est que, tu vois, tu disais tout à l'heure pour les travailleurs des AT, bah, on a des travailleurs des AT qui sont bénévoles, hein. Et ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un travail en milieu protégé, mais ils sont en plus bénévoles. Ouais, non, non,
Je pense que ça apporte vraiment, vraiment beaucoup. Comment on fait pour avoir plus d'infos? Vers quelles ressources? Alors, tu as parlé du site internet. Je vais mettre les liens. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Ben écoute, il y a aussi un lien sur handicap.gouv où sont référencés les outils. Donc, je te donnerai l'ensemble des liens que tu pourras mettre pour que les établissements et services puissent avoir un maximum d'informations. Mais de toutes les façons, sur notre site internet, sur la page Cité bénévole, on essaye de mettre toutes les infos. Et puis, quand on aura notre dernière vidéo sur la pause bénévole, on la mettra aussi parce qu'on a hâte de voir les témoignages. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter. Et puis, il faut pas hésiter à tester, quoi. Parce que c'est dommage de s'en priver, c'est dommage de priver des personnes de cette expérience, quelle qu'elle soit en fait. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.